Yo, salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour le fameux format d'Inomitsu, c'est le format où je réponds à toutes vos questions. Et que dire à part que c'est déjà le 11e épisode et que ça me fait vraiment super plaisir. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais quand j'ai lancé ce concept de vidéo, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un format qui marche autant. Et au final, encore aujourd'hui, c'est un des formats qui fait le plus de vues sur la chaîne, c'est un des formats qui vous plaît le plus. Moi j'adore toujours autant répondre à toutes vos questions, donc voilà, vraiment échange équivalent, c'est beaucoup trop bien. Mais forcément, qui dit 11e épisode dit que moi j'ai un petit peu peur que le format tourne trop en rond, donc j'essaie de le faire évoluer petit à petit. Déjà la fois dernière, je vous avais emmené sur un shooting, sur un tournage ici Japon Corp. La vidéo vous avez beaucoup plu d'ailleurs apparemment, merci beaucoup pour tous vos retours. Et donc là cette fois-ci, j'ai décidé de faire évoluer le concept mais au niveau des questions en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions en mode vrai ou faux sur des idées reçues que vous pouviez avoir sur, encore une fois, le Japon, sur moi-même, sur la vie à l'étranger, etc. Et le but pour moi, ça va être de vous débunker un petit peu tout ça, de vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça permet de renouveler un petit peu le format, ça permet d'avoir aussi un nouveau type de questions, parce que c'est vrai que ces derniers temps, voilà, les questions avaient tendance un petit peu à tourner en rond. Enfin voilà, je suis content un petit peu de faire évoluer le format. Dites-moi si ça vous plaît toujours autant. Et sinon, comme d'habitude, on va aller un petit peu se promener. J'ai trouvé des endroits qui ont l'air vraiment cool. Là, le printemps arrive au Japon, je vous promets, il commence à faire chaud. Je sais pas si c'est le printemps ou l'été qui arrive, mais là, je suis levé depuis 5h du matin, je commence déjà à transpirer de ouf, j'ai déjà pris 2 douches. C'est n'importe quoi. Du coup voilà, on va aller se promener, je vais répondre à toutes vos questions. Ça va être une vidéo comme d'habitude extrêmement chill comme vous les aimez. Donc je vous laisse vous préparer votre petit café des familles. Nous on perd pas plus de temps. C'est parti. Et juste avant de commencer, je prends une toute petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui soutient notre petite chaîne depuis ses débuts et on les remercie, NordVPN. Bon, maintenant NordVPN, vous les connaissez bien, c'est le VPN le plus rapide du marché avec ses plus de 5500 serveurs à travers le monde, une connexion sur 6 appareils à la fois avec un seul compte, une application pour smartphone, tablette, ordinateur qui est ultra intuitive et facile d'utilisation. Enfin voilà, en matière de VPN, NordVPN c'est clairement les boss du game. Mais ils ont décidé de ne pas s'arrêter là. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est qu'ils ont ajouté à leur application un nouvel outil de protection anti-menace qui améliore encore plus votre cybersécurité. C'est-à-dire qu'à présent NordVPN vous protège également contre les malwares, il bloque aussi tous les cookies de suivi, ce qui vous permet d'être beaucoup plus anonyme sur internet, et il va même bloquer les publicités pop-up automatiquement dès qu'il en croise une. Enfin voilà, NordVPN devient beaucoup plus qu'un simple VPN, et ce qui est très cool dans tout ça, c'est que c'est totalement gratuit. Ah, je vous l'ai dit, NordVPN c'est clairement les boss. Et sinon comme d'habitude, un NordVPN vous permet toujours de surfer sur internet de manière plus sécurisée grâce à son tunnel de données chiffrées, et de contourner la fameuse chronologie des médias en France en vous connectant au catalogue étranger de vos plateformes comme Disney+, ou Amazon Prime. Par exemple, nous sur le catalogue japonais, on a déjà le nouveau Spider-Man. Enfin voilà, je vous laisse un lien dans la description qui vous donne accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus un mois gratuit. Le tout satisfait ou remboursé pendant 30 jours bien sûr, donc n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour nous soutenir depuis le début de cette chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. Voilà, on est bien arrivé dans notre premier endroit aujourd'hui, c'est le Koiwa Shorobuen, donc c'est un parc à iris. Les iris sont pas encore poussés, les iris arrivent fin juin si je me trompe pas. Mais du coup voilà, c'est un endroit qui est vraiment très beau, il y a un étang juste à côté, il y a la rivière qui traverse juste là-bas, il y a un train qui passe derrière. Je pense que voilà, je me suis mis au meilleur endroit parce qu'à tous les coups on va l'entendre passer pendant le tournage. Et du coup voilà, c'est ici qu'on va se poser tranquillement et je vais commencer à répondre à toutes vos questions. Alors la première question elle nous vient de Magic Ali qui nous dit: au Japon, il est plus poli de renifler que de se moucher en public. Vrai ou faux? Alors ça c'est une idée reçue, je crois que je l'ai vue partout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur internet, ça fait des années que je l'entends. Et en fait c'est faux, et c'est basé de beaucoup de vrai. Je m'explique. En fait, pour être plus proche de la vérité, il faudrait dire que renifler, c'est moins impoli que de se moucher. C'est-à-dire que non, renifler, ça n'a rien de poli. Même un japonais, quand il y a quelqu'un à côté qui est en train de renifler sa morve dans le train, il n'y a rien de poli là-dedans. Même lui, ça va le gaver, ça va vite lui monter à la tête, vous inquiétez pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Japon, outre en fait le bruit que ça fait quand tu te mouches, qui peut forcément être un petit peu désagréable pour les gens autour de toi, le fait de te moucher en mode grosse fanfare du carnaval, le truc c'est qu'en fait, ça fait aussi que tu transmets un peu tes microbes aux gens autour de toi. Et quand
quand t'es dans un train bondé avec 30 personnes autour de toi, bah forcément t'essayes au maximum d'éviter de refiler tes microbes à tout le monde. C'est un petit peu comme le masque, si vous voulez. Le masque au Japon, ça fait des années qu'on l'avait, on n'a pas attendu le corona pour porter le masque. La plupart du temps, quand vous allez voir un japonais qui porte un masque, il le porte pas pour se protéger, il le porte parce que lui-même a la crève et il évite de refiler sa crève à tout le monde autour. C'est un petit peu cet esprit d'entraide dont je vous avais déjà parlé. Et voilà, le masque au départ il sert surtout à ça. Voilà, c'est un petit peu la même chose quand t'as la goutte au nez, t'évites de te moucher voilà, comme un taré devant tout le monde pour éviter de refiler tes microbes. Putain, il y a même le Shinkansen qui passe là-bas derrière, on va jamais s'en sortir. Et pour en revenir au reniflement, donc non, il y a vraiment rien de poli là-dedans, hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Croyez-moi que même un japonais, s'il monte dans un train, dans un Shinkansen, Tokyo, Osaka pendant 3 heures et qu'il y a un gars qui est en train de renifler comme un... Voilà, même lui ça va lui monter à la tête, vous inquiétez pas. Mais du coup voilà, c'est vrai qu'au Japon, quand t'es dans un endroit bondé comme le train et que tu sens que t'as la goutte au nez, la plupart des gens ils vont préférer attendre de descendre du train pour pouvoir jouer leur petit solo de Louis Armstrong sans gêner personne. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, prochaine question nous vient de Shadi Natal qui nous dit: la vie est-elle réellement moins anxiogène au Japon? Alors, ce point-là, même si je vais essayer d'être le plus objectif possible, faut comprendre que je vais me baser sur mon expérience personnelle, ce qui fait que forcément, ça va être un petit peu subjectif. C'est-à-dire que typiquement, ce genre de questions, ça va dépendre du vécu de chacun, des expériences de chacun, et des gens qui ont vécu des trucs moins cool que moi, ils vont pas forcément se reconnaître dans tout ce que je vais vous dire. Mais personnellement, de manière générale, je trouve que oui, la vie est beaucoup moins anxiogène au Japon, clairement. Par exemple, rien qu'au niveau de la sécurité, il faut comprendre que la sécurité, c'est un poids qu'on a quasiment jamais apporté, nous, ici. Ça dépend que vous voyez le plus sur Internet, tout le monde en parle, vous avez vu des tas de vidéos où on vous parle justement du côté sécurité au Japon. C'est certainement un des premiers keywords qui vous vient en tête quand on parle du Japon, la sécurité. Que ce soit même les filles, par exemple, les filles qui vivent au Japon, une des premières choses qu'elles disent quand même, c'est que voilà, elles peuvent sortir, elles peuvent sans jamais avoir peur qu'il leur arrive quelque chose. Et ça, mine de rien, voilà, c'est un poids en moins sur les épaules et c'est ultra agréable à vivre, vraiment. C'est-à-dire que typiquement, pouvoir te dire que tu peux être tranquille, il va rien t'arriver, tu vois, le fait de pouvoir te promener tranquillement dans la rue, tu te dis pas au bout de cette rue, il y a peut-être quelqu'un qui va me tomber dessus, qui va essayer de me raqueter ou quoi. Non, ça n'arrive jamais ça ici au Japon. Et tout ça, ça fait que voilà, oui, forcément le Japon c'est très peu anxiogène à ce niveau-là. Et après il y a plein d'autres choses aussi, hein, comme le jugement par exemple. Alors on parle souvent du jugement en disant oui les Japonais jugent quand même, blablabla. Oui, forcément c'est des êtres humains, deux êtres humains, ils vont forcément se juger à un moment. Dire que le Japon c'est un pays où personne ne juge personne, ce serait totalement faux. Mais je trouve que le jugement au Japon, là c'est très subjectif, hein, c'est vraiment dans mon cas à moi, je le ressens beaucoup moins. C'est vraiment pas un poids que j'ai apporté, contrairement à quand je vivais en France par exemple. Quand j'étais au collège ou au lycée, dès que je m'habillais un petit peu rock, forcément j'étais gay, j'étais Tokyo Hotel, j'étais tout ça. Vous voyez ce genre de jugement là, ça on les a pas au Japon. Et du coup voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que t'as pas ce poids à porter constamment sur les épaules et c'est vrai que waouh, ça fait du bien. Au jour le jour, ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, ce côté moins anxiogène du Japon, je vous avoue, moi je le ressens beaucoup quand je sors du pays. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je suis rentré en France l'année dernière, ou alors quand j'étais allé aux États-Unis, tout de suite j'ai senti la différence. Encore une fois, c'est une question qui est un peu compliquée parce qu'elle est très au final subjective, même si j'ai essayé d'apporter un petit peu d'objectivité là-dedans. Mais du coup, voilà, j'espère dans tous les cas, Shadi Natal, que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, la prochaine question, elle nous vient de Dou Stéphane qui nous dit: vrai ou faux, les Japonais sont extrêmement nuls en anglais? Bon, alors là, je pense que voilà. Tout le monde le sait, oui, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai, les Japonais sont éclatés au sol en anglais. Mais par contre, il faut quand même expliquer le pourquoi du comment. C'est-à-dire que les Japonais, s'ils sont nuls en anglais, c'est pas parce qu'ils sont teubés. Ça s'explique de manière sociale, ça s'explique au niveau de la langue, ça s'explique au niveau économique aussi. Alors déjà, pour vous dire à quel point les Japonais sont éclatés en anglais, je vais vous donner quelques chiffres quand même. On a moins de 30% de la population qui parlent ne serait-ce qu'un peu anglais, qui connaissent des bases d'anglais. On a à peu près autour de 8% de gens qui barabouinent, qui arrivent à le parler à peu près. Et on est à seulement 2% de gens à peu près qui le parlent plus ou moins bien, plus ou moins couramment. Ça c'est le Skyliner, c'est celui qui va directement à l'aéroport de Narita. Du coup j'en étais ouf. Qu'est-ce qui fait que les Japonais sont autant éclatés en anglais? Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont teubés. Déjà la première chose, j'en avais un petit peu parlé dans une de mes anciennes vidéos, la prononciation. C'est-à-dire que la langue japonaise, il faut comprendre que déjà, elle se découpe pas comme pour nous en lettres, elle se découpe vraiment en syllabes. C'est-à-dire que par exemple si je vous dis K, pour vous K c'est un K, c'est un A. Alors que pour les Japonais, K c'est K. C'est pour ça que souvent on se moque de leur accent, par exemple, quand ils essaient de prononcer un mot en anglais, par exemple, je sais pas, running, ils vont dire landing. C'est-à-dire que le g, par exemple, ils ont rien de plus court, ils peuvent pas faire g. G, ça n'existe pas en japonais. Et ce qui fait que déjà au niveau de la prononciation, ils partent avec un handicap énorme, les Japonais. Ensuite, en plus de ça, il faut aussi ajouter qu'au niveau grammaire, la grammaire japonaise et la grammaire anglaise, c'est diamétralement opposé. Ce qui fait qu'encore une fois, pour un Japonais, apprendre l'anglais, ça veut dire littéralement apprendre de zéro une nouvelle langue. Et ensuite, le troisième point qui pour moi est limite le plus important, parce qu'à la limite, voilà, la grammaire, la langue, bon ça s'apprend dans tous les cas. Pourquoi les Japonais, ils ne parlent pas anglais?
C'est aussi parce qu'ils n'ont pas besoin de parler anglais. C'est-à-dire que le Japon, c'est une île qui a été fermée pendant très très longtemps. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a du cinéma japonais, il y a de la musique japonaise, ils ont tout pour eux en fait. Et si vous voulez, le japonais est déjà suffisant pour eux. Ils n'ont pas besoin en fait, dans la vie de tous les jours, de parler anglais. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est un petit peu le même problème qu'on a en France. Pourquoi les Français ils parlent pas très bien anglais? Il y a Linguisticae qui en avait fait une très bonne vidéo d'ailleurs. C'est parce qu'en France, on n'a pas besoin de parler anglais. Les films américains, ils sont traduits, ils sont doublés en français. La plupart des jeux, la plupart des trucs auxquels on a accès, tout est en français. On n'a pas besoin de parler anglais pour faire ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Par exemple, souvent on compare à la Suède, etc. Mais il faut comprendre qu'en Suède, les gens s'ils parlent couramment anglais, c'est parce qu'ils ont besoin de parler anglais. Et il faut aussi comprendre qu'en Suède, ils ont des programmes en anglais. Les enfants suédois qui jouent à Pokémon, ils jouent à la version anglaise de Pokémon. Et du coup voilà, c'est pour ça que pour en revenir au Japon, pourquoi les Japonais parlent pas anglais? Déjà au niveau grammatical, au niveau de la langue en elle-même, c'est très compliqué pour un Japonais de parler anglais. Et ensuite, c'est parce que au Japon, on n'a pas besoin de parler anglais en fait. Même si ces derniers temps, voilà, les mentalités ont tendance à changer. C'est vrai qu'avec la mondialisation, etc. Beaucoup de Japonais commencent à se dire bon, ce serait bien vraiment qu'on commence à bien parler anglais parce qu'on est vraiment en retard sur le monde. Mais du coup voilà, il faut comprendre que si les Japonais ne parlent pas anglais, c'est pas parce que c'est des teubés. Il y a des explications, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau sociétal, au niveau économique, etc. Et dans tous les cas, voilà, les mentalités ont tendance à changer ces derniers temps. Est-ce que les Japonais vont devenir bons en anglais dans les prochaines années? Moi je pense pas trop, mais voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, la prochaine question, elle nous vient de Samco LFC qui nous dit: une intégration réussite au Japon passe obligatoirement par la maîtrise du japonais. Vrai ou faux? Alors là, oui. Bien sûr que oui, parler japonais c'est extrêmement important, mais j'ai envie de te dire, dans n'importe quel pays c'est pareil. Quand tu vas t'installer dans un pays, si tu veux t'intégrer à ce pays, bien sûr que parler la langue du pays c'est extrêmement important, c'est voire obligatoire. Communiquer avec les gens autour de toi, comprendre la culture du pays dans lequel tu t'installes, comprendre le goût des gens, comprendre l'humour aussi du pays, tout ça c'est un tas de critères qui vont faire que tu vas plus ou moins réussir à t'intégrer dans le pays. Et pour le Japon c'est on ne peut plus vrai. Surtout que comme on le disait dans la question d'avant, les Japonais ils parlent pas d'autre langue que le japonais. Donc si jamais tu viens au Japon et que tu ne parles pas japonais, t'intégrer au Japon, ça va être très très compliqué. Et surtout, et pour moi c'est un des principaux problèmes je trouve, c'est que quand tu viens au Japon et que tu ne parles pas japonais, ou alors que tu ne fais pas l'effort d'apprendre le japonais, ça va créer un espèce d'effet qui se coule, tu vas te renfermer avec des gens qui parlent la même langue que toi, ou qui parlent anglais par exemple. Et de plus en plus, tu vas pas trop communiquer avec les Japonais, tu vas vraiment rester renfermé dans ce cercle d'amis étrangers, d'amis français, etc. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à vivre pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans au Japon et à jamais s'intégrer en fait, sans comprendre que cette intégration, elle passe forcément par le fait de côtoyer des Japonais, par le fait de parler avec des Japonais, par le fait de vivre avec des Japonais tout le temps. C'est ça qui va faire que tu vas t'intégrer au pays ou pas. Et donc forcément voilà, ça amène à quoi? Ça amène au fait qu'il faut savoir au moins un minimum au départ parler japonais pour avoir justement cette communication avec les Japonais, pour avoir cette sociabilisation quelque part, j'utilise les mots scientifiques. Mais dans tous les cas, oui et encore oui, parler la langue c'est voire le point le plus important pour s'intégrer dans un pays, et c'est encore plus vrai au Japon. Et ensuite, la dernière question avant qu'on bouge d'endroit, parce que je vous avoue j'en ai marre des trains qui gueulent derrière moi toutes les 2 minutes. Je peux pas faire une phrase sans que le train derrière il me coupe, c'est horrible. Du coup, dernière question avant qu'on change d'endroit, elle nous vient de Anne DFGS qui nous dit: les tatous sont autorisés dans les onsen privés. Vrai ou faux? Alors là c'est vrai, mais pas que. Parce que même si c'est vrai que voilà, surtout dans Tokyo, on va pas se mentir, il y a beaucoup de onsen qui sont totalement interdits au tatouage. Et d'ailleurs, c'est même devenu un petit peu un gimmick sur internet. Je veux dire, voilà, tatouage égale pas de onsen. C'est vrai que c'est un message qui revient assez souvent. En fait, dès que vous allez sortir un petit peu de Tokyo, dès que vous allez aller un peu plus dans la pampa, dans la campagne, etc., vraiment dans la circonférence même autour de Tokyo, tout de suite vous allez trouver plein de onsen, pas forcément privés, où les tatouages sont autorisés. Par exemple, dans la vidéo à Nikko qu'on avait fait il y a quelques mois avec Fanny, nous on avait dormi dans un ryokan, et le onsen du ryokan, on avait droit au tatouage en fait. Fanny elle a pu aller prendre un bain tranquillement, elle a pu aller se ressourcer au onsen. Il y avait des onsen privés aussi où là dans tous les cas c'est privé, t'es tout seul dedans donc personne va regarder si t'as des tatouages ou pas. Mais même dans les onsen publics, tu pouvais avoir des tatouages en fait. Mais donc voilà, si vous avez prévu de venir au Japon, ne vous inquiétez pas, cherchez un petit peu sur internet et je suis sûr que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et sinon moi j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Il y a des petits papis, des petites mamies japonaises là-bas qui sont en train de faire leur... c'est trop mignon. Du coup voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger, on va aller de l'autre côté de la rivière là-bas et j'ai vu il y a un temple, il y a un petit parc, il y a des endroits vraiment cool à visiter. Donc écoutez, ce qu'on fait c'est qu'on va bouger là-bas et je continuerai de répondre à vos questions.
que c'est pas magnifique. Là on est dans le temple Guro de la petite... Alors ils appellent ça une montagne, c'est plus un petit mont, hein. C'est la montagne Mama. C'est Mama Sainte, ça s'appelle, c'est très mignon. Alors il faut monter, hein. On a facilement 20-30 mètres d'escalier à monter. Il faut le mériter, mais voilà, le paysage est génial, c'est magnifique. Donc écoutez, c'est ici qu'on va s'arrêter et je vais continuer de répondre à vos questions. Mais avant tout, petit café. Alors la prochaine question, elle nous vient de Juju dans ses bottes, j'adore ton blaze, qui nous dit: il y a 2 fois plus de 7-Eleven au Japon qu'aux États-Unis. Vrai ou faux? Alors pour bien comprendre cette anecdote, il faut comprendre ce qu'est un 7-Eleven. Les 7-Eleven, c'est les combini, c'est les supérettes au Japon, ouvertes 24 heures sur 24, etc. Et il faut savoir qu'il y en a plusieurs, hein. T'as 7-Eleven, t'as Family Mart, t'as Lawson, t'as Daily, enfin voilà, t'en as beaucoup. Je suis plus team Family Mart personnellement, mais c'est vrai que des 7-Eleven, on en croise partout au Japon. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce que du coup c'est vrai qu'au Japon, il y en a 2 fois plus qu'aux États-Unis, alors que c'est une compagnie des États-Unis au départ? Et ben c'est totalement vrai. Et je vais même te dire, c'est plus de 2 fois plus qu'il y en a au Japon. En 2020 au Japon, on comptait 21 000 7-Eleven contre un peu plus de 10 000 en Thaïlande et en Corée et seulement 9 364 pour être exact aux États-Unis. Donc on est quand même sur plus du double du nombre de 7-Eleven au Japon par rapport aux États-Unis, c'est incroyable. Et outre, ça peut être surprenant quand tu l'entends, outre je trouve ça assez logique au final. Parce que c'est vrai qu'au Japon, beaucoup plus qu'aux États-Unis et que dans beaucoup d'autres pays, c'est une institution en fait le combini. Au Japon, au combini, et moi j'ai travaillé dans un combini donc je sais ce que je dis, hein, tu peux vraiment tout faire. C'est-à-dire que tu peux acheter forcément des trucs, hein, c'est une supérette, hein, donc tu peux acheter ces trucs 24 heures sur 24, tu peux acheter de l'alcool, tu peux acheter de la bouffe, tu peux acheter des fringues si jamais à un moment, oh tu t'es fait une petite tache sur ton t-shirt, bim, combini, tu sais que tu vas pouvoir acheter des chaussettes, un t-shirt, un machin, tu vois. Je veux dire, tout est vendu dans un combini, littéralement. Mais à côté de ça, tu as tous les services qui sont proposés au Japon. C'est-à-dire que tu peux envoyer des colis à partir de ton combini, tu peux recevoir des colis à partir de ton combini, tu peux acheter des tickets de cinéma, tu peux acheter des tickets pour Disneyland, littéralement tu peux tout faire en fait au combini. Enfin, voilà, ça a vraiment dépassé le modèle américain pour devenir vraiment le modèle de combini que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est pas déconnant en soi quand tu vois à quel point le combini c'est une place prépondérante dans la vie des Japonais, que t'en retrouves 2 fois plus au Japon qu'aux États-Unis, même si encore une fois c'est rigolo de voir que dans un si petit espace au final le Japon c'est tout petit, il y en a 2 fois plus que les États-Unis qui sont immenses quoi. Enfin voilà, c'était une petite anecdote et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, Alex Poulpe qui nous dit: vrai ou faux, les Japonais ne tiennent pas l'alcool? Alors là pareil, hein, est-ce qu'on est dans l'idée reçue, est-ce qu'on est dans la légende urbaine ou est-ce que c'est vrai? Eh bien c'est totalement vrai, mais pas pour tous les Japonais. Voilà, c'est là où il faut quand même être précis, c'est-à-dire que j'ai chopé les chiffres, encore une fois j'ai fait mes petites recherches. En fait on compte 40% des Japonais qui ont ce problème avec l'alcool et il faut comprendre que voilà, c'est pas parce que c'est des petites tapettes ou quoi, il faut arrêter, on arrête de juger les gens, c'est bon. Merci beaucoup. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu bois de l'alcool. Et là voilà, je vais m'improviser Dr Nozman, Dr Mitsu si vous voulez bien. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu bois de l'alcool, dans un premier temps, ton corps, il va créer une enzyme qu'on appelle l'ADH. Et cette enzyme-là, si tu veux, elle va servir à transformer l'alcool en éthanol. Le problème, c'est que l'éthanol, c'est un petit peu un poison. Donc tu as un deuxième enzyme qui rentre en jeu, qui est un petit peu plus compliqué. Celui-là, c'est le ALDH2, qui va changer cet éthanol en acide acétique, qui est beaucoup plus facile à digérer pour le corps. Et le problème, c'est que pour 40% de la population japonaise et asiatique, parce que c'est pas que les Japonais, c'est les Asiatiques en général, c'est que la deuxième enzyme, donc la ALDH2, en fait elle est défectueuse. Et du coup tu te retrouves avec ton corps qui va sécréter en fait de l'éthanol, qui est très dur à digérer et qui est limite un poison, et il va pas sécréter la deuxième qui est censée corriger ça. Du coup tu te retrouves à boire 2 bières et à être complètement KO. Donc voilà, ceci explique le pourquoi les Japonais, les Asiatiques en général ne tiennent pas l'alcool. C'est pas une légende urbaine, c'est la vérité. Mais encore une fois, c'est 40% des Japonais, c'est pas tous les Japonais. On met pas tout le monde dans le même sac. Enfin voilà, c'était le petit point scientifique, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, la prochaine question nous vient de Léopold de Martinez, qui nous dit: les Japonaises n'aiment pas la barbe chez les hommes, japonais et étrangers. Alors là, pour ce point-là, personnellement, moi j'aurais tendance à te dire que c'est pas forcément vrai, mais on va quand même essayer de se baser sur des vraies infos, sur un vrai sondage qui a été fait. Donc c'est un sondage qui a été fait sur 100 femmes japonaises, et parmi elles, 17% disent qu'elles aiment la barbe, 29% disent qu'elles détestent, et 54% disent si ça lui va bien,
pourquoi pas. Et personnellement, je suis assez d'accord avec ces chiffres-là au final. C'est-à-dire que moi, personnellement, de ce que j'ai vécu, que ce soit dans mes anciennes relations ou en regardant un petit peu ce qui se passe autour de moi, j'ai plutôt tendance à penser que voilà, les femmes japonaises, ça les gêne pas tant que ça. À la limite, un truc que moi j'ai eu, et je pense que beaucoup d'hommes japonais, et pas que japonais d'ailleurs, ont déjà vécu ça, c'est le fait qu'on nous reproche que ça pique. Ça, souvent, c'est ça, c'est en mode ah, ta barbe, c'est joli, mais ça pique, ça me saoule, rase-la. Ça peut arriver. Mais par contre, au niveau esthétique, la plupart des japonaises que moi j'ai rencontrées ou que je côtoie la plupart du temps, bah, elles aiment plutôt ça, mais c'est plutôt en mode voilà, si ça va bien à la personne, pourquoi pas. Pour moi, c'est un petit peu un cliché, mais ce cliché il vient de quelque part. Déjà, dans la société en général, par exemple dans les compagnies au Japon, c'est vrai qu'il est souvent demandé par mesure d'hygiène de se raser la barbe. Quand vous allez voir les salaryman par exemple, ça va être très très rare de voir des salaryman avec de la barbe, ce qui fait que voilà, on a tendance à voir beaucoup de japonais qui sont rasés de près en fait, et peut-être que ça a créé aussi cette espèce de petit malentendu de les japonaises n'aiment pas les hommes avec de la barbe. Encore une fois, moi je pense pas que c'est totalement vrai. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir au niveau historique pourquoi au Japon la barbe c'est devenu tabou en fait. Il y a très très longtemps au Japon, la barbe c'était un vrai symbole de force, c'était un vrai symbole de virilité. C'est-à-dire que la plupart des guerriers, la plupart des samouraïs japonais, ils avaient tous une grosse beubare et ça permettait voilà de déstabiliser l'ennemi et de montrer que c'était des vrais bonhommes, tu vois. Pour te dire, c'était tellement un truc qui était important à cette époque-là que les gars qui étaient un peu imberbes, les japonais imberbes, ils se mettaient une fausse barbe pour faire les mecs virils. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un pays où la barbe c'était trop bien à un pays où la barbe c'est tabou? En fait, c'est à partir de l'ère Edo et du shogunat de Tokugawa. Parce que c'est à partir de là qu'on est passé dans un gouvernement qui était beaucoup plus civil. Et à cette époque-là, tout signe de combativité, ça pouvait être pris comme une envie de se rebeller contre le pouvoir en place. Du coup, à cette époque-là, il a été décrété qu'il fallait se raser. Et les personnes qui étaient pas rasées, c'était du coup les rebelles, c'était du coup voilà les gens pas bien. Et bah ça, c'est un petit peu resté dans l'histoire. Et du coup, là, c'est pour ça qu'encore à l'heure actuelle, le fait de garder la barbe, c'est un petit peu tabou, même si on va pas se mentir, hein, depuis les temps ont changé, aujourd'hui on voit de plus en plus de japonais qui se laissent pousser la barbe, même dans les startups japonaises, etc. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent et qui ont quand même une petite barbe, etc. Les salaryman dans les grosses compagnies, bon bah là on est toujours sur du voilà rasé de près tous les jours, mais voilà, ça a quand même tendance à évoluer, je vous avoue, je vois de plus en plus de japonais qui ont de la barbe. Et pour en revenir à ta question, est-ce que ça gêne les femmes japonaises? Moi, personnellement, j'ai pas vraiment l'impression. Enfin voilà, pour cette anecdote-là, on est sorti du scientifique, on est plutôt allé vers l'historique, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Olivier Patin 9, et celle-là, elle m'a pas mal fait rigoler. Vrai ou faux, les japonaises ne se rasent pas? Alors ça paraît, ça c'est quelque chose qui est assez courant, on le voit un petit peu partout, on voit beaucoup de forums, beaucoup de vidéos YouTube qui en parlent, et le truc c'est que c'est totalement vrai. C'est-à-dire que là pareil, j'ai été faire mes petites recherches pour vous donner les vrais chiffres, que je vous sorte pas ça comme ça de hop, doigt mouillé. Donc c'est un sondage qui a été fait assez récemment, on a demandé à des japonaises comment elles géraient leur épilation à ce niveau-là, et donc on a 51% des japonaises qui disent ne rien faire du tout, laisser ça comme ça. Il y a 24% qui disent qu'elles coupent un petit peu, 19% qui disent couper seulement la partie qui dépasse, et 6% qui disent vraiment s'épiler, voire aller dans des salons esthétiques. Donc c'est vrai qu'au final, quand on regarde ce sondage-là, ça fait 94% des femmes japonaises du coup qui ne se rasent pas. Et en soi déjà, je vais casser un truc, c'est pas un problème. Il faut arrêter le truc de il faut absolument que les femmes soient rasées. Je suis désolé, les femmes font ce qu'elles veulent. Voilà. Ceci étant dit, qu'est-ce qui fait qu'au Japon, il y ait autant de femmes du coup qui décident de ne pas se raser à cet endroit-là? Parce que forcément, il y a une explication. La première raison, c'est le fait qu'au Japon, il y a vraiment ce truc de pas du tout de poils, c'est considéré comme être comme un enfant en fait. C'est-à-dire que pour les japonaises, la puberté c'est une période qui est extrêmement importante, et quand t'as des poils qui ont poussé, ça veut dire que t'es devenu une adulte. Et du coup voilà, pour beaucoup de japonaises déjà, le fait de se raser complètement, le fait de pas du tout avoir de poils là, ça fait un petit peu comme un sexe d'enfant, et beaucoup sont gênés à cause de ça dans un premier temps. Ensuite, une autre raison que j'ai vu beaucoup sur des forums de japonaises qui en parlent justement, c'est le fait que dans les onsen, où tout le monde est tout nu, comme tout le monde a des poils, si toi t'es la seule qui en a pas, forcément tu sors du lot en fait. Et du coup voilà, dans un souci un petit peu, comme beaucoup de choses au Japon, de rentrer dans le moule un peu, il y a beaucoup de japonaises qui laissent un petit peu ces poils là pour voilà, quand elles vont dans les sento, quand elles vont dans les onsen, elles sont un petit peu comme tout le monde, et le fait de garder des poils à cet endroit là, ça permet aussi de cacher un petit peu la zone, et voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal de japonaises pour les onsen, pour les sento, qui décident de les garder. Ensuite, une autre raison aussi que j'ai trouvé, alors je vous avoue, celle-là je sais pas si elle a un réel impact encore aujourd'hui, mais en fait il faut savoir qu'à une certaine époque au Japon, les prostituées, elles, étaient complètement rasées si vous voulez. Et donc pour les femmes qui elles n'étaient pas prostituées, le fait de garder les poils, ça leur permettait quelque part d'avoir une marque distinctive pour pas se faire confondre en fait. En mode elle est rasée, prostituée, moi regarde, hop, il y en a beaucoup, pas prostituée moi. Enfin voilà.
vous avez l'image. Tout ça pour dire que effectivement, c'est vrai qu'au Japon, la majorité des Japonaises ont tendance à ne pas se raser à cet endroit-là. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est critiquable, hein. Je veux dire, voilà, c'est un fait, c'est culturel. Et j'aimerais terminer sur une toute petite anecdote que je trouve assez rigolote, c'est que souvent les gens ont tendance à penser que c'est le porno japonais en fait qui donne un petit peu cette image de les femmes ne sont pas rasées, etc. Sauf que dans le cas du porno, il y a une vraie raison pour laquelle les actrices japonaises gardent leur poil à cet endroit-là. Si vous avez déjà vu un film porno japonais, faites pas semblant, je sais que vous en avez déjà regardé, on est entre nous. Je pense que voilà, vous avez déjà remarqué que dans les films porno japonais, les sexes des acteurs, ils sont complètement cachés. Le truc c'est que ça, c'est ultra chiant à mettre en post-prod en fait. Et du coup, le fait que les femmes gardent leur poil, ça permet de ne pas avoir besoin de cacher le sexe de la femme. Parce qu'il est déjà caché par les poils. Ce qui explique pourquoi la plupart des actrices porno japonaises, elles aussi, gardent leur poil. Enfin voilà, petite anecdote intéressante, je vous la laisse comme ça, c'est petit cadeau. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo sur le porno japonais, et je connais beaucoup de choses sur le milieu du porno. Cherchez pas à savoir pourquoi, je sais pas encore comment je pourrais axer ça pour faire une vidéo qui passe sur YouTube, etc. Mais du coup voilà, c'est pas impossible qu'un de ces quatre, je vous fasse une petite vidéo en mode anecdote sur le porno japonais, voilà. Je place ça là comme ça. Et du coup, dernière question ici pour ensuite bouger et aller dans le dernier endroit de la vidéo. C'est une question qui nous vient de Trini Burton. Ça fume dans les restos, bars, etc. en ville et ailleurs. Vrai ou faux? Et ben là, c'est totalement vrai. Alors je vous avais fait une vidéo il y a de ça quelques mois sur la cigarette au Japon, où je vous expliquais justement que voilà, petit à petit, c'était de plus en plus tabou en fait de fumer dans les espaces publics, etc. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bars, de plus en plus de restaurants où c'est interdit. Même les smoking areas, donc les endroits où on avait le droit de fumer dehors, de plus en plus c'est interdit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une décision personnelle des établissements en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi encore au Japon qui a été votée qui dit interdit de fumer dans les espaces publics. Et du coup, ça amène au fait qu'aujourd'hui, on trouve encore des bars, des restos où on peut fumer. Là par exemple, typiquement, on a été se promener à Ueno il y a pas longtemps avec Fanny, on a voulu aller boire dans un petit café, c'est un petit café tout mignon et tout. Et c'est après être rentré dedans et nous être installés à avoir commandé notre petit café qu'on s'est rendu compte que le café était entièrement fumeur. C'est-à-dire que dedans, tout le monde fumait. Il y avait des cendriers posés un peu partout et tout. Et ça fait longtemps en fait qu'on n'avait pas été dans un café où vraiment c'était entièrement fumeur. C'est que ces derniers temps, le truc qu'on voit souvent, soit on va avoir un espace délimité où il y a 3 personnes qui rentrent qui sera l'espace fumeur, ou alors encore dans certains cafés, dans certains bars, on va voir aussi un espace fumeur avec par exemple une vingtaine de sièges où tu peux prendre ton café tout en fumant, ça existe encore. Mais la plupart du temps, il y a au moins une séparation en fait. Mais du coup voilà, pour répondre à ta question, effectivement, on trouve encore aujourd'hui, contrairement à la France, contrairement à beaucoup de pays, des espaces publics, des bars, des restaurants, des cafés où on peut fumer sans aucun problème. Encore une fois, ça devient de plus en plus rare quand même, tu vois, il y a vraiment une volonté de dire la cigarette caca, on arrête, tu vois. Mais tant qu'il n'y a aucune loi qui est votée au Japon qui interdit de fumer dans un espace public, je pense que t'en trouveras dans tous les cas. Enfin voilà, Trini Burton, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Du coup, écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer d'endroit. J'ai cru comprendre qu'il y avait un parc pas très loin d'ici, qui a l'air vraiment joli, près de la rivière et tout. Donc on va se diriger là-bas et je vais terminer de répondre à toutes vos questions. Écoutez, voilà, nous sommes bien arrivés, on est à Satomi quand même, le parc de Satomi. C'est la première fois que je viens ici, c'est vraiment magnifique, je sais pas si vous avez vu. Il est séparé en plusieurs parties, là on est vraiment dans la partie très nature. De l'autre côté là-bas, il y avait un endroit, ça faisait un petit peu européen, je trouve, on aurait dit qu'on était dans la cour d'un château. Et d'ailleurs, je me posais la question pourquoi. Et je viens de comprendre en fait, c'est parce que là-bas, de l'autre côté, du coup, c'est les ruines de l'ancien château de Konodai. Donc c'est ouf en fait qu'on y pense. Donc c'est un immense parc, je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je viens ici. On est vraiment dans la partie nature, c'est incroyable. Il y a des petits oiseaux qui chantent, c'est trop bien. Et du coup, écoutez, je vais profiter d'être ici pour répondre à vos dernières questions. Alors tout d'abord, on a une question qui nous vient de Marie-Lana Femme, qui nous dit « Les étrangers arrivent à plus plaire au Japon. Vrai ou faux ?» Alors pour ce point-là, je pense personnellement qu'il y a du vrai et du faux, et ça va dépendre en fait du type de relation dont on parle. C'est-à-dire que c'est vrai que de manière générale, on a tendance à penser, et à voir d'ailleurs, parce que c'est un peu vérifié, que les Japonais et les Japonaises, ils aiment bien les étrangers, les étrangères. Pour eux, c'est un petit peu le côté exotique, le côté occidental, etc. Ils aiment beaucoup ça. D'ailleurs, que ce soit un Caucasien, que ce soit un Africain, que ce soit un Slave, peu importe. L'étranger, pour les Japonais, vraiment, c'est tout le monde est mis un petit peu dans le même bateau. Pour eux, directement, c'est l'image des films hollywoodiens, l'image de l'exotisme un petit peu. Ce qui fait que dans un premier temps, c'est vrai que être étranger, ça te donne un petit peu la cote au Japon. On va pas se
mentir, hein, c'est vrai que voilà, il suffit de vous promener un petit peu, il suffit d'aller dans des bars, etc. pour voir que souvent les Japonais, les Japonaises, ils vont avoir tendance à vous regarder quand vous débarquez d'un joli œil en mode ouh là là, il est joli ou elle est jolie celle-là, tu vois. Par contre, là où moi je veux mettre un gros bémol, c'est certes, on plaît un petit peu et on a tendance à voir la cote, mais alors par contre, dès qu'on parle de relations vraiment sérieuses, mais là c'est tout l'inverse. Vous imaginez même pas à quel point ça peut être compliqué pour un étranger d'avoir une vraie relation sérieuse avec un japonais, une japonaise. C'est-à-dire que déjà le simple fait d'être étranger, ça t'enlève une chose qui est certainement une des choses les plus recherchées par les japonais et surtout les japonaises, c'est la stabilité. C'est-à-dire que quand tu es étranger au Japon, jusqu'à quand tu vas pouvoir rester, ça va dépendre de ton visa, ça va dépendre de ton boulot. En parlant du boulot, souvent quand tu es étranger au Japon, t'as pas non plus un salaire de dingue, tu vois. Bien sûr, t'as des gens, t'as les ingénieurs, etc. qui vont bien gagner leur vie, mais même ça, tu vois, je veux dire, t'as toujours le côté de combien de temps ils vont faire ça. Est-ce qu'ils vont pas à un moment retourner dans leur pays, etc. Donc voilà, t'as pas la stabilité du temps, t'as pas la stabilité financière. Ensuite, si tu parles pas japonais, t'as le problème du langage aussi. Sur une longue relation, ça peut être très compliqué si vous parlez pas la même langue. Et du coup, voilà, tout ça mélangé, là, ça fait que pour beaucoup de japonais, beaucoup de japonaises, avoir une relation sur la longue durée avec un étranger, ça leur paraît extrêmement compliqué en fait. Et autant on va souvent voir des couples de japonaises avec un étranger ou de japonais avec des étrangères dans la rue quand on se promène, etc. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Autant des couples qui durent vraiment sur la longue durée, je vous avoue, c'est très rare. La plupart des gens que je connais qui sortent avec un japonais ou qui sortent avec une japonaise, voire même les gens qui se sont mariés, souvent à un moment ça casse en fait. Et du coup voilà, c'est un espèce de paradoxe un petit peu qui se crée au Japon quand t'es étranger. T'as vraiment l'impression en fait d'être le roi du monde quand t'arrives et non, au final être un étranger c'est limite plus un démérite qu'un mérite parfois. Et d'ailleurs petite anecdote, j'aimerais revenir sur mon cas à moi parce que moi j'ai un cas très particulier. Vous le savez, hein, je suis français, je suis né en France. Le truc c'est que ça fait très longtemps en fait que je vis avec des japonais, ce qui fait que je suis très japonais dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, dans ma façon de parler, dans ma façon de me comporter dans la vie de tous les jours. Et du coup en fait moi typiquement je me retrouve à un milieu où en fait je ne plais à personne. Je m'explique. En gros, si on sépare les japonaises par exemple en deux groupes qui vont être les japonaises qui préfèrent les japonais et les japonaises qui préfèrent les étrangers, typiquement pour les japonaises qui préfèrent les étrangers, moi je suis un petit peu trop japonais. C'est que je me comporte un petit peu trop comme un japonais. Je connais déjà la culture japonaise, je parle déjà japonais, je suis déjà très bien intégré, tu vois. Donc pour ces personnes-là, je suis pas intéressant. Et de l'autre côté, les filles japonaises qui elles aiment bien les japonais, pour elles, je suis un petit peu trop étranger. Et du coup, vous voyez que moi au final, je plais à aucun des groupes en fait. Je suis soit trop japonais, soit trop étranger. C'est un délire. Et du coup, souvent il y a plein de gens qui me disent "Oh, toi Mitsu au Japon, tu dois avoir plein de nanas qui te draguent, machin et tout." Je vous avoue que pas du tout. Et puis dans tous les cas, maintenant, j'ai une chérie magnifique, j'ai la chérie la plus belle du monde. Je suis désolé, hein, toutes les filles qui regardent cette vidéo, vous êtes magnifiques vous aussi. Mais je vous avoue que moi, personnellement, ma chérie, c'est la plus belle. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que, écoutez, être étranger, étrangère au Japon, effectivement, dans un premier temps, ça peut vous donner un petit peu la cote. Mais par contre, si vraiment vous avez envie d'avoir une relation sur la longue durée avec une japonaise, ça peut être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, on a fait une grosse vidéo avec Louis il y a quelques mois où on détaillait un petit peu plus tous ces points-là. Donc n'hésitez surtout pas à aller la regarder. Et sinon, Marie, écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Nat4 qui nous dit « Les Japonais font très peu l'amour. Vrai ou faux ?» Bon là encore une fois typiquement on est un peu sur un secret de polichinelle, c'est-à-dire que voilà maintenant tout le monde le sait, vous avez certainement vu encore une fois des tonnes de reportages, des tonnes de vidéos qui en parlaient, mais c'est vrai que voilà au Japon malheureusement il y a un véritable déclin des rapports sexuels entre les Japonais et ça cause beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau démographique etc. C'est que là encore une fois par exemple j'ai été chercher un petit peu des statistiques et on peut voir qu'en 2020 les calculs qui ont été faits montrent que entre 2004 et 2020 le nombre de couples mariés qui ne font plus l'amour a augmenté de 20%. C'est-à-dire que déjà en 2004 il y avait presque 32% des couples mariés qui ne faisaient plus l'amour. En 2020, on est à 52%. Plus de la moitié des couples mariés déclarent ne pas faire l'amour. C'est un délire quand même. D'ailleurs, dans un deuxième temps, on a posé la question à des gens qui n'étaient pas mariés, à savoir combien de fois environ ils avaient fait l'amour sur une année. Et à cette question-là, il faut savoir que 41% des hommes et 49,5% des femmes ont déclaré ne pas avoir fait l'amour une seule fois en un an. Donc voilà, tout ça, ça montre quand même qu'effectivement, il y a un gros problème au Japon au niveau des rapports sexuels. Moi, je vous avoue que même dans mon entourage, j'ai pas mal d'amis japonais à moi qui sont mariés, qui sont en couple, etc., qui m'expliquent que eux, ils ont pas de rapport sexuel et que c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est un peu le cadet de leurs soucis. Vous avez certainement déjà entendu parler des herbivores par exemple, c'est comme ça qu'on appelle les japonais, les japonaises qui ne sont pas intéressés par le sexe. Et aussi à côté de ça, de manière générale, des couples mariés comme ça qui ont eu des enfants et après le mariage, ils ont arrêté de faire l'amour, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des choses que effectivement, moi je vois assez couramment autour de moi, dans mes amis, dans les gens que je rencontre, etc. Là par exemple sur les sondages dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a également demandé aux gens pourquoi ils ne faisaient pas l'amour quand c'était le cas. Et pour la plupart, les raisons c'était soit j'ai pas de copain, j'ai pas de copine, soit ça me fait chier, soit le ou la partenaire quand il rentre
rentre du boulot, il est crevé, donc la flemme. Il y en a pas mal aussi qui ont cité le fait que pour eux, faire l'amour, c'était moins intéressant que leur hobby du quotidien, que ce soit les jeux vidéo, le sport, les sorties entre copains, copines, etc. Tout ça pour dire que le non-intérêt du sexe pour les Japonais, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui fait un petit peu peur, on va pas se mentir. On voit qu'au niveau des naissances, le Japon, là, il est en déclin total. À côté de ça, on a vu tout à l'heure sur les sondages que la courbe des gens qui arrêtent de faire l'amour, elle arrête pas de grimper. Donc voilà, le Japon, il est typiquement dans une crise démographique actuellement, qui est assez dangereuse pour l'avenir du pays. Et voilà, les politiques, ils essaient de mettre en place des choses, etc. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est très très inquiétant. Enfin voilà, du coup, Natcat, est-ce que les Japonais font très peu l'amour? Malheureusement, ce n'est pas une idée reçue, malheureusement, c'est complètement vrai. Et écoute, moi, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, une question de Bastien CJN qui nous dit vrai ou faux, on ne mange qu'avec des baguettes au Japon. Bon là j'ai passé assez rapidement dessus, bien sûr que c'est faux. C'est vrai que les Japonais vont avoir tendance à utiliser des baguettes pour beaucoup de choses, parce que voilà c'est la culture japonaise, etc. Mais non, les Japonais savent utiliser des fourchettes, savent utiliser des couteaux, savent utiliser des cuillères. Si vous allez dans des restos par exemple non japonais, c'est très très rare qu'ils vous donnent des baguettes. Vous allez dans un resto français, dans un resto italien, pour manger des pâtes par exemple, ils vont vous donner des fourchettes. Et ça me rappelle une petite anecdote d'ailleurs, quand j'étais au collège, lycée, j'avais ce qu'on appelle des maibashi. C'est les baguettes que tu transportes avec toi pour les avoir sur toi. Et moi, parce que j'étais un petit gamin bizarre, j'aimais bien un petit peu show off mon intérêt pour le Japon quand j'étais plus jeune. Ce qui fait que voilà, à la cantine, au collège ou au lycée, dès qu'il y avait du riz ou dès qu'il y avait quelque chose un peu comme ça, moi je sortais mes baguettes et je mangeais aux baguettes. Et du coup voilà, forcément dans ces moments-là, t'avais toujours des gars un petit peu relous qui venaient me voir, qui me faisaient genre oh le noashi là, oh ton yaourt aussi tu le manges avec les baguettes? Voilà, souvent on se foutait beaucoup de ma gueule parce que j'avais tendance du coup à tout manger avec les baguettes. Mais donc voilà Bastien, pour répondre encore une dernière fois à ta question, est-ce que les Japonais mangent que avec des baguettes? Bien sûr que non, ils savent se servir de fourchettes, de couteaux, etc. Ne t'en fais pas, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, avant-dernière question, elle nous vient de, je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vais dire Rabbi Winter. Vrai ou faux, les Japonais adorent les jeux d'alcool? Et là c'est un grand oui. Les Japonais adorent les jeux d'alcool, mais je pense que vous vous rendez pas compte le nombre de jeux d'alcool qui existent au Japon. Même moi, à chaque fois que je vais dans un bar, quand je vais voir des potes et tout, à chaque fois ils font un nouveau truc que je ne connais pas. Ça fait 11 ans que je vis au Japon, je pense que j'ai fait plus de jeux d'alcool que j'ai fait de jeux tout court dans toute ma vie. Ils ont des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de jeux d'alcool, et le pire c'est que c'est ultra créatif. Et ça vraiment, j'en avais déjà parlé aussi, mais je pense que je vais en faire une vidéo, par exemple un top 5 des meilleurs jeux à boire japonais ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, moi je vais pas dire que c'est une passion, mais je trouve ça fascinant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous intéresse. Si ça vous intéresse vraiment, j'essaie de vous faire ça bientôt. Et ensuite, pour terminer, dernière question de ce 11e Dinomitsu. Elle nous vient de Hanako70 qui nous dit: le Japon a une odeur particulière. Vrai ou faux? Et là, pareil, j'en avais déjà un peu parlé dans une vidéo, mais oui, le Japon a une odeur. Même là ici, je veux dire l'odeur d'ici, l'odeur en ville, l'odeur dans les campagnes japonaises, l'odeur même quand on arrive au Japon, il y a quelque chose en fait qui se passe et c'est inexplicable, je vous promets. Les gens qui sont venus au Japon, je sais que vous me comprenez, je sais que vous la connaissez cette odeur. C'est quelque chose de très 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 particulier et moi... c'est vraiment une odeur qui fait que je me sens bien tout simplement. Et encore moi ça fait 11 ans maintenant que je vis ici, donc cette odeur je m'y suis un petit peu habitué. Pour moi vraiment cette odeur c'est un peu mon quotidien. Mais je sais que dès que je sors du Japon et que je reviens, à chaque fois c'est une des premières choses qui me frappe. Vraiment c'est je suis rentré à la maison. D'ailleurs il y a quelque chose dont je me souviens et j'en ai déjà beaucoup parlé à des Japonais etc. C'est que quand je suis arrivé au Japon pour la première fois, du coup le 11 mars 2011, quand je suis descendu de l'avion, je l'ai senti tout de suite cette odeur en fait. Vraiment cette odeur elle m'est venue tout de suite. Elle m'a un petit peu donné ce sentiment de confiance, ce sentiment de je sais pas pourquoi, et je vais me plaire ici. Et là, s'il y a des gens parmi vous qui sont déjà venus au Japon, dites-moi si vous l'avez senti cette odeur. Moi qui ai pas mal voyagé, qui ai été dans plein de pays, je trouve vraiment que le Japon, il a une odeur propre. Et moi, voilà, encore une fois, c'est une odeur qui m'apaise, c'est une odeur qui me fait du bien. Je vous avoue, je sais pas trop comment terminer cette question parce qu'au final, c'est quelque chose qui est peut-être un peu subjectif, même si moi, j'ai vraiment l'impression que c'est objectif parce que pour moi, c'est obvious en fait. Mais je pense que ça reste peut-être aussi un petit peu subjectif. Et j'espère sincèrement que les frontières vont bientôt réouvrir pour que vous puissiez de vous-même venir ici au Japon sentir cette bonne odeur. Et dans tous les cas, Hanako, écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et sur ce, écoutez, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé du nouveau format Dinomitsu en mode vrai, faux, débunkage, etc. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi personnellement, je vous avoue, je trouve que voilà, ça renouvelle un petit peu le format, ça permet de changer de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et ça permet aussi d'avoir de nouvelles questions. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que les questions elles tournaient un petit peu en rond. Souvent, il y avait des questions auxquelles j'avais déjà répondu, etc. Là, ça permet d'avoir un nouveau format de questions. Il y avait pas mal de vos questions qui étaient super drôles d'ailleurs. Enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup kiffé. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, vraies, faux, dans les commentaires, parce que je m'en servirai pour tourner la prochaine vidéo d'Inomitsu. Sinon, écoutez, que dire? Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis nous, dans tous les cas, on se retrouve du coup mercredi prochain, 14h, sur cette même chaîne, pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, écoutez, moi je vous fais des big bisous. C'était Mitsu.